que je suis à l'INSEP. L'année dernière, j'étais stagiaire sur des missions autour de la data. Et cette année, c'est plutôt sur des missions de préparation physique. Et donc, cette présentation, elle va synthétiser le travail de recherche que j'ai fait l'année dernière sous la direction Enzo Alville. Euh, donc, ce titre, une nouvelle technologie comme aide pratique pour l'analyse des matchs en badminton, il est assez large. Et donc, pour commencer cette présentation, j'aimerais un peu recentrer le sujet. Parce que déjà, le mot analyse, c'est un peu un mot valise. Une analyse, ça veut un peu tout et rien dire. On peut analyser un match de badminton sous beaucoup d'angles. En sciences du sport, on peut voir des angles physiologiques, biomécaniques, techniques, tactiques. Et c'est compliqué de trouver une technologie, enfin c'est même impossible en fait, de trouver une technologie qui permet de tout analyser en même temps. Et donc nous, aujourd'hui, on va parler d'analyse temporelle. Euh, Donc, pour commencer cette présentation, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que l'analyse temporelle, dans le cadre du badminton, c'est assez intéressant. Donc, la littérature scientifique, elle définit le badminton comme un sport intermittent. Donc, c'est un sport où il y a une alternance entre de courtes séquences d'actions intenses et de courtes périodes de récupération. Donc là, on voit un schéma de, grosso modo, ce que c'est un match de badminton, avec en vert des périodes de jeu et en rouge des périodes de repos. Euh, on peut à partir de là déterminer différents indicateurs pour comprendre l'activité. La durée d'un point, la durée d'une période de repos ou encore la densité de travail. La densité de travail, c'est le rapport entre la durée d'un point et la durée de la période de repos qui suit. Ces indicateurs sont intéressants. Un exemple pratique, c'est que les réponses physiologiques sont différentes en fonction des densités. Si la densité est égale, mais que les temps varient, la réponse sera différente. Et si les densités sont différentes, la réponse aussi sera différente. Pour donner un peu un exemple concret, une densité de 0,5, c'est un effort qui correspond à 10 secondes d'effort et 20 secondes de repos. Euh, et donc, c'est une première porte d'entrée qui nous fait comprendre que les indicateurs temporels sont intéressants pour mieux comprendre la nature de l'activité, mieux la caractériser, en plus d'être facilement mobilisables et compréhensibles par les acteurs du terrain. Je pense que tout le monde peut comprendre ce que représente un temps de jeu, un temps de repos. Donc la littérature s'est intéressée à caractériser ces temps de jeu et ces temps de repos dans les différentes catégories. Et on observe qu'en fait, les temps de jeu et les temps de repos sont différents en fonction des catégories, et donc les densités de travail ne sont pas les mêmes. Avec les densités plus élevées en double dame, simple dame et simple homme, et des densités beaucoup plus faibles en double homme et en double mixte. Et donc, tous ces tableaux, toutes ces différentes disciplines ne sollicitent pas les joueurs de la même manière. Et donc, on ne prépare pas ces joueurs non plus de la même manière. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces informations pour mieux préparer les joueurs. Sauf que comment est-ce qu'on obtient de telles données? Comment est-ce qu'on est capable d'obtenir des temps de jeu, des temps de repos, des densités de travail? Et classiquement, on fait de l'analyse vidéo. Mais l'analyse vidéo, elle a ses limites. C'est facile à mettre en place, mais elle a ses limites. Parce que déjà, c'est très chronophage. Pour vous donner un ordre d'idée, si on veut être assez précis quand on veut obtenir des temps de jeu, des temps de repos, pour 1 heure de match, il faut 40-45 minutes d'analyse vidéo. Donc ça prend du temps. Et en plus, c'est assez peu pratique à mettre en place parce qu'il faudrait donc avoir filmé chaque match qu'on veut analyser. Et sur beaucoup de compétitions, on n'a simplement pas la vidéo. Donc il faudrait ramener un iPad ou un téléphone sur chaque match, sur chaque terrain si on a plusieurs joueurs. Donc au niveau organisationnel, c'est assez compliqué. Et donc les conséquences de ces limites pratiques, temporelles, organisationnelles, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup de données de la littérature scientifique sur ces temps de match. En général, les données qu'on a, ça ne concerne que les grandes compétitions internationales, Jeux olympiques, les Super 1000, toutes les grandes compétitions, avec une énorme majorité, ça va être plus de 80%, de matchs analysés en simple homme. On a beaucoup moins de matchs en double mixte, en double dame, en simple dame. Et en plus de ça, donc comme je disais, il faut une vidéo pour pouvoir faire de l'analyse vidéo. Et donc on n'a aucun match chez les jeunes, parce que c'est assez compliqué de retrouver en retransmission des matchs chez les jeunes, beaucoup plus que chez les seniors, et encore plus chez les seniors élites.
Donc, moi, mon travail de recherche, il s'inscrit dans un contexte qui est une commande, en fait, des responsables jeunes de la fédération qui souhaitaient obtenir des informations donc, sur ces temps de jeu, sur l'ensemble des catégories d'âge, donc allant de poussin à cadet, il me semble que c'est la dernière, et donc sur l'ensemble des disciplines, du simple homme au double mixte. Donc, on l'a dit, l'analyse vidéo, c'est limité en termes d'outils. Donc, nous, on va s'intéresser à d'autres outils, à des nouvelles technologies, les micro-technologies plus précisément. En général, dans le sport, une technologie qui est beaucoup utilisée, c'est les systèmes de positionnement. Donc, les GPS qui sont utilisables en extérieur ou les LPS en intérieur. Mais nous, dans notre contexte du badminton, c'est des technologies qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Déjà, les GPS, bah, on ne peut pas les utiliser en intérieur, parce que le gymnase cache, enfin, gêne le signal qui vient du satellite, donc c'est pas possible. Et les LPS sont peu pertinents dans le cadre du badminton, parce qu'il y a une fiabilité assez faible pour mesurer les accélérations et décélérations instantanées. Et le badminton, je pense que vous le savez tous, c'est beaucoup de changements de direction, beaucoup de courtes accélérations, rapides décélérations. Et donc cet outil n'apparaît pas pertinent pour analyser notre activité. Et donc, on a décidé de se tourner vers les centrales de mesure inertielle. Une centrale de mesure inertielle, donc c'est le petit boîtier que vous voyez en orange. Donc c'est un petit boîtier qu'on va venir accrocher au short d'un joueur, donc au niveau du sacrum, et qui va nous permettre de mesurer les accélérations. Pour rentrer un peu dans le détail, une centrale de mesure inertielle, c'est composé de 3 outils, enfin 3 capteurs plutôt, un accéléromètre, donc qui va mesurer les accélérations, un gyroscope qui va nous permettre de mesurer les rotations et un magnétomètre, pardon, j'ai oublié, qui va permettre de situer le capteur dans son environnement. Et donc même si il y a une validité qui est contestée pardon, pour mesurer les accélérations maximales, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il a une excellente répétabilité inter et intra-unité. Ça veut dire qu'on est capable de comparer les données de 2 capteurs et on est capable de comparer les données d'un capteur dans le temps. Donc c'est un outil avec lequel on va pouvoir comparer les joueurs dans le temps, mais aussi comparer les joueurs entre eux. Et donc la littérature scientifique, elle a déjà un peu utilisé ces centrales de mesure inertielle pour détecter les temps actifs. Et on a quelques études sur le tennis, sur le rugby et sur le football, avec des résultats qui sont très intéressants, mais aucune étude ne s'est intéressée en fait à la validité des méthodes. On ne sait pas si les résultats qu'on obtient en termes de détection des temps actifs dans la littérature avec ces outils sont valides et sont vraiment pertinents. On ne sait pas vraiment ce qu'on détecte. On a détecté un temps actif, mais on n'est pas en mesure d'apprécier la qualité de ce temps actif. Et donc, c'est ça les objectifs de mon étude, en fait. C'est donc, vous avez compris, de s'affranchir de l'analyse vidéo pour analyser temporellement une activité en utilisant les accéléromètres et sur un ensemble de catégories. Et l'idée de mon mémoire, ça va être vraiment de valider la méthode qu'on va utiliser pour faire ça, pour être sûr que les données qu'on obtient avec cette méthode sont de qualité. Donc pour ce faire, je suis parti d'un échantillon de 68 matchs jeunes allant des catégories poussins à cadets et de 14 matchs seniors. Les matchs jeunes, on les a obtenus en allant au SEJ de Beaucouzé, circuit élite jeune de Beaucouzé l'année dernière, et à Voiron aussi. Oui, à Voiron. Et les matchs seniors, c'est des données qui sont issues des championnats d'Europe de l'année dernière, de janvier, il me semble. Donc sur tous ces matchs, sur ces 82 matchs, on a d'abord une analyse vidéo qui va être faite. Et donc l'analyse vidéo, on a tout le match et on va taguer à chaque début de point et à chaque fin de point pour avoir des temps. Et on a utilisé une définition de la littérature pour les débuts et les fins de point. Grosso modo, le début du point, c'est quand le volant touche la raquette du serveur. Et la fin du point, c'est quand le volant touche le sol, touche le filet, ou dans des cas assez exceptionnels, quand le volant va sortir du cadre, et ben on va arrêter le point quand le volant sort du cadre. Avant cette étude, on a réalisé une pré-étude, une étude ancillaire, une étude un peu préliminaire, pour être sûr que les temps actifs, les temps de jeu et temps de repos qu'on obtient en analyse vidéo étaient de qualité. Donc, on a pris 14 matchs, pardon, sélectionnés aléatoirement, et j'ai réalisé donc 2 fois les tagages de ces 14 matchs à 2 semaines d'intervalle.
L'idée, c'était de voir si, en taguant le même match à 2 semaines d'intervalle, j'obtenais les mêmes temps. Et donc, si j'obtenais les mêmes temps, c'est que ma méthode d'analyse vidéo était fiable, fiable, plutôt répétable, et donc il n'y avait pas trop de variabilité. Ensuite, donc sur ces 82 matchs, on a aussi des données d'accéléromètre. Donc, je vous l'ai dit, sur chacun de ces matchs, les joueurs portaient ces petits capteurs accrochés au short au niveau du sacrum. Et donc, sur ces données d'accélérométrie, nous, on va venir tester 2 paramètres d'un algorithme de détection des temps actifs, un seuil minimal de détection. Donc là, l'idée, c'est de dire à l'algorithme, à partir d'un certain seuil d'accélération, donc qui va correspondre chez les joueurs à un certain niveau de déplacement, un certain niveau d'activation, tu considères ça comme un mouvement. Et donc, une durée minimale de repos. Là, ça va être dire à l'algorithme, si les joueurs arrêtent d'être au-dessus de ce seuil minimal de détection pendant 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, c'est une période de repos. L'idée, c'était de faire varier ces deux seuils et cette durée afin d'avoir l'algorithme qui s'adapte le plus à la catégorie de jeu et vraiment au badminton. Et donc, une fois qu'on a des temps d'analyse vidéo et des temps obtenus à partir des données d'accéléromètre, on va comparer les données d'analyse vidéo aux données d'accéléromètre afin de voir si donc notre algorithme de détection détecte bien les mêmes temps que l'analyse vidéo. Donc, au niveau des résultats, on a un algorithme qui est très efficace en termes de détection. 96% des points qui sont détectés correctement, avec moins de 1 faux positif par match en moyenne. Alors, un faux positif, dans notre contexte, c'est quand l'algorithme détecte un point qui n'a pas eu lieu. Chez certains joueurs ou joueuses, quelque chose qui pouvait arriver, c'est par exemple des joueurs qui sautillent entre les points ou qui vont sauter entre les points. Ça, l'algorithme, il va se dire que c'est un mouvement qui donc dépasse ce seuil minimal et qui donc est considéré comme un mouvement, comme un point. Donc, il va le compter en fait dans le compte des points. Mais ça arrive dans des cas assez rares et donc ça représente en moyenne moins d'1 faux positif par match. Et donc, au niveau des indicateurs temporels qu'on a pu relever, on remarque que, en général, l'accéléromètre détecte un début de point un peu moins d'1 seconde après le début de la vidéo et une fin de point un peu plus de 2 secondes après la fin de la vidéo. Donc, en gros, on a un décalage entre la durée du point mesurée par la vidéo et la durée du point mesuré par l'accéléromètre. Il y a un léger décalage vers l'avant. Et donc ça, c'est assez simple à comprendre parce qu'en fait, nous, on mesure du temps d'activité et pas du temps réglementaire. On ne mesure pas le moment où le volant touche la raquette et le moment où le volant touche le sol. On mesure à partir du moment où le joueur bouge. Et donc, quand il y a un service, le retourneur et le serveur, ils vont se mettre en mouvement un tout petit peu après que le volant ait touché la raquette du joueur. Et au niveau des fins de points, c'est encore différent parce que du coup, on observe que les joueurs s'arrêtent de bouger 2 secondes en moyenne après que le volant ait touché le sol. Et donc ça, déjà, ça montre que les temps qu'on peut obtenir dans la littérature scientifique, qui sont des temps au sens réglementaire du terme, sont pas tout à fait les bons. Et que donc les points, en moyenne, durent plus longtemps en termes d'activité des joueurs que ce qu'on peut obtenir avec l'analyse vidéo. Et donc les repos, par décalage, durent moins longtemps. Et donc on a une densité de travail qui est plus élevée quand on utilise des données d'accélérométrie que des données de vidéo. Et donc ça, c'est déjà un premier résultat qui est assez intéressant parce qu'on se rend compte que quand on fait de l'analyse vidéo, en fait, on n'a pas une image vraiment complète du temps d'activité des joueurs. Et donc, ces accéléromètres, donc en plus de ce que je vous ai dit, ils ont des applications pratiques parce on a été en mesure de générer, après du travail, mais une fois que c'est fait de manière quasi instantanée, un ensemble d'indicateurs temporels sur un match. Donc là, on voit la durée d'un match, la durée du temps actif. Donc là, c'est la durée, en fait, c'est la durée totale de toutes les accélérations du match. Donc combien de temps, là, sur ces 32 minutes, le joueur a-t-il été vraiment actif? A-t-il vraiment joué au badminton? Là, on voit 11 minutes et 30 secondes. Et donc, on va être évidemment en mesure de sortir des indicateurs, comme je vous ai parlé tout à l'heure, une durée moyenne des rallyes, une durée moyenne des repos, et donc un ratio, effort-repos. On peut aussi
à partir de ces données, avoir des indicateurs autour des parts de points en fonction des durées. Ici, dans ce match, donc on a 67% des rallyes qui sont inférieurs à 10 secondes, 16% entre 10 et 15 secondes, etc., etc. Et c'est aussi ces indicateurs intéressants qui nous permettent de comprendre la structure d'un match pour mieux l'apprécier. Ouais, donc ça, c'est un autre exemple, mais en comparant pardon, le 7-1 au 7-2. Et on a un autre intérêt aussi des accéléromètres, en plus de tout ça. Alors ici, sur cette vidéo, je vais vous inviter d'abord à regarder le joueur qui se situe ici, donc en haut à droite, le joueur en rouge en haut à droite. On va regarder le point. Ok. Maintenant, on regarde ce même point, et ici, je veux que vous regardiez ce joueur tout en bas, là, en bleu. Je pense que vous l'avez remarqué, les deux joueurs ont une durée de points équivalente, mais une quantité et une intensité de mouvement qui est très, 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 très différente. Et donc ça, c'est encore un intérêt supplémentaire de cet outil, l'accéléromètre, par rapport à l'analyse vidéo, c'est qu'on va être en mesure de contextualiser ce temps de jeu. Là, si je prends ces deux joueurs et je dis, ah bah vous avez tous les deux joué un point de, je sais pas, combien de durée, 10 secondes, 15 secondes, et ben on voit qu'on a une information qui est incomplète en fait. Parce qu'un point de 10 secondes, il peut prendre beaucoup de formes. Et c'est ça, une slide. C'est ça l'intérêt de ce travail, c'est du coup de pouvoir aller plus loin que l'analyse temporelle et de pouvoir contextualiser, donner du contexte à ces informations temporelles. Je sais pas comment enlever. Voilà. Donc ça, c'est le schéma que je vous avais présenté précédemment, donc avec durée de points, durée de repos, densité de travail. Mais il nous manquait un dernier élément, c'était l'intensité de l'effort. Et donc ça, on va pouvoir, avec les accéléromètres, le quantifier. Voilà, donc là, vous avez un exemple un peu des indicateurs qu'on peut sortir. Ce n'est pas le sujet de cette présentation, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, on est en mesure de caractériser les intensités de match et donc de donner un pourcentage d'actions qui sont à très haute intensité, à moyenne intensité, à basse intensité. Et donc là, avoir pareil une image beaucoup plus complète de ce qu'est un match de badminton. Et donc pour conclure, sur le plan vraiment de la recherche, mon étude a permis de montrer que l'accélérométrie constitue un moyen fiable de détection des temps actifs, comme le suggérait déjà la littérature, en plus d'apporter des éléments sur la fiabilité et la validité vraiment de la méthode qu'on a utilisée. On a aussi donc pu mettre en lumière que les temps réglementaires, donc les temps obtenus grâce à l'analyse vidéo, différaient des temps réels d'activité des joueurs. Et donc on a montré que les centrales de mesure inertielle étaient vraiment un outil pratique qui permettait d'aller beaucoup plus loin que l'analyse temporelle, en permettant de sortir de manière automatique, une fois que ça a été mis en place, des rapports de match qui vont nous permettre de mieux comprendre l'activité pour, in fine, mieux préparer les matchs. Je vous remercie. C'est bon, j'arrête le partage. J'étais un peu plus court que prévu. Merci Benjamin pour cette présentation. Est-ce que... Bonjour Thierry. Bonjour, désolé pour le retard, j'étais sur notre vidéo. Pas de souci. Est-ce que... Écoute, présentation, en tout cas pour moi, très claire, et je te remercie de ça. Est-ce qu'il y a déjà des interrogations, des questions, des remarques? Profitez, il est là, donc on n'a peur de rien, bien au contraire. Pour être meilleur, il faut y aller. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Il n'y en a pas pour l'instant, mais je vais démarrer. Et puis comme ça, peut-être que ça va solliciter quelques remarques. Comment les athlètes ont pris cet outil-là, puisque c'est, si j'ai bien compris, c'est un outil qui n'était absolument pas utilisé auparavant avec les joueurs de badminton.
Est-ce que, alors, à la fois à l'INSEP et à la fois, donc, quand tu t'es déplacé pour faire les poussins cadets, est-ce que tu peux nous dire comment ça a été pris, comment ça continue à l'être au quotidien? D'ailleurs, du coup, je reprécise, en fait, j'ai dit Poussin peut-être, mais en fait, c'est la part de Benjamin. Bon, voilà, Ouais, d'accord. précision, voilà. Non, alors on a des réactions assez différentes. Euh, Typiquement, les Benjamins à cadet qu'on est allé voir sur une seule compétition, sur 2 à 3 journées, euh, pour eux, euh, c'était déjà très nouveau. Ils étaient assez curieux de voir ce qu'on faisait. Et donc, c'était plutôt ouais, vraiment une découverte, une acculturation à cet outil. Et ils ont pris ça comme pas à la rigolade, mais c'était assez, ouais, un rapport assez curieux et léger à cet outil. Avec nos joueurs de l'INSEP, c'est assez différent parce qu'eux, ils doivent le mettre tous les jours à l'entraînement et le plus possible en match. Donc, on a un rapport qui est assez, ouais, un peu plus différent. Il y a certains qui voient ça un peu comme une contrainte, enfin, en tout cas, qui voyaient ça comme une contrainte au début. Euh, Parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude et donc c'est rajouter un peu pas une charge, mais ouais, une contrainte dans leur quotidien, un effort qu'ils doivent fournir, un effort supplémentaire, qui n'est pas énorme, mais qui reste un effort. Et donc, il a fallu les habituer à ça et maintenant, c'est un peu, chez une grande majorité des joueurs de l'INSEP, quelque chose qui est automatique et qui donc ne nécessite plus beaucoup d'efforts et donc c'est assez, ça fait partie du paysage. Ok. Que, est-ce que c'est passé de la contrainte à la nécessité? Est-ce qu'ils sont dans cette notion-là ou pas encore? Pas complètement. Non, je pense pas que on peut pas dire que. Je pense que si on leur dit tous, on met plus les capteurs. Et je pense pas qu'il y en a pas beaucoup qui vont. Ah non, non, les capteurs. Mais non, 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 c'est pas encore une nécessité. Enfin, D'accord. pour eux, ce sera jamais parce qu'en fait, même s'il y en a qui peuvent s'intéresser à ces données, euh, c'est pas eux les destinataires de ce travail. Hmm. C'est vraiment le staff support. Donc eux, c'est ouais, je pense que ça ne le deviendra jamais. Peut-être que si un jour ils voient vraiment que les entraîneurs ont vraiment besoin de ces données, ça le deviendra un peu. Mais c'est plutôt les entraîneurs qui devraient avoir besoin de cet outil que les joueurs, en fait. Merci Benjamin pour ces réponses. Fred? Merci Benjamin pour ça, pour cette présentation. C'est des travaux moi, que j'avais conduits à la main et tu as bien rappelé que c'était chronophage. Et tu as bien raison, ça m'a demandé beaucoup de temps de faire ça. En restant sur le fait qu'à l'INSEP, ils le mettent pendant l'entraînement, là tu nous as plutôt présenté des données de match, donc qui donnent une orientation particulière hein, quand on est sur les matchs. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire comprendre quand on leur fait porter à l'entraînement? Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que les exercices qu'ils peuvent faire, les situations qu'ils peuvent faire sont dans une dynamique complètement différente. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de tirer d'autre avec ces accéléromètres par rapport à ce que tu nous as expliqué sur ce qui s'observe en match? Donc à l'entraînement, effectivement, l'approche est un peu différente. Euh, alors déjà, et c'est un travail qui a été fait il y a 2 ans, il me semble, par un étudiant Ouais, aussi à l'INSEP. ouais. Et ben, les accéléromètres, donc, ils vont permettre de quantifier l'intensité des exercices. C'est un travail qu'il avait réalisé en gros en comparant un peu l'ensemble de la panoplie d'exercices que vont proposer classiquement les entraîneurs, le multivolant, le 2v1, le 1v1, le 3v2, le 3v3, voilà, tous ces exercices-là. Et ben donc on va pouvoir catégoriser ces exercices en fonction des intensités. Quel exercice va me permettre d'avoir la plus haute intensité? Quel exercice va me permettre d'avoir une intensité qui se rapproche de celle du match? Ça aussi, c'est intéressant. Ça va être comparé en fait un entraînement à un match. Est-ce que sur ce match, j'ai réussi à avoir sur cet entraînement, pardon, est-ce que j'ai réussi à avoir mes intensités de match? Donc ça, c'est déjà un premier plan, c'est comparaison d'exercices entre eux en termes d'intensité et comparaison des entraînements avec les matchs. Ensuite, pour ici nos joueurs de l'INSEP et nos entraîneurs de l'INSEP, il y a aussi un intérêt sur le long terme.
c'est d'être en mesure de faire de la quantification de charge d'entraînement, de comparer un entraînement à un autre, de comparer une semaine à une autre, de comparer les 4 semaines qui vont précéder un tournoi, voilà, c'est tout ce genre de choses qui vont permettre en fait de comprendre ce que l'entraîneur attend sur le terrain et qu'est-ce qu'il en résulte en termes d'accélération, qu'est-ce qu'il en résulte en termes de données mécaniques. Voilà, c'est plutôt sur ce genre de choses qu'on va s'intéresser pour l'entraînement. Parce que Matteo est venu à la Junior Academy ce week-end et donnait comme anecdote ou comme premier résultat que, notamment avec Camille et Margot, vous observiez plutôt des intensités plus basses à l'entraînement que pendant les matchs. Mm. Mm. Oui, Et ça, moi, je me suis fait la réflexion, est-ce que c'est un problème? Parce que quand je fais le parallèle, par exemple, avec le marathon, ben on dit que pour courir un marathon, il faut courir très souvent à faible allure. Donc à une intensité qui ne peut pas être celle du marathon pendant 2 heures, parce que si on s'entraîne à courir le marathon tous les jours comme un vrai marathon, évidemment, on ne peut pas en faire derrière, parce que la récupération ne sera jamais là. Et donc je m'interroge, tu vois, sur autant je comprends l'intensité des exercices pour arriver peut-être à mieux les réguler en fonction, hein, pour pas faire n'importe quoi. Autant est-ce qu'il faut absolument que les joueurs aient une intensité qui soit comme celle du match, ou est-ce que c'est jusqu'où c'est gênant qu'ils expriment leur potentialité la plus forte pendant les matchs, parce qu'en fait la répétition à l'entraînement leur permet de le faire sans forcément l'exprimer pendant les entraînements. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagé dans la façon d'aborder les choses et de me dire comment je peux utiliser les résultats. Est-ce que vous avez eu une sorte de discussion là-dessus? Euh, alors sur ce sujet avec les entraîneurs, on n'a pas de discussion particulièrement. Mais alors le parallèle avec le marathon est intéressant, mais je ne sais pas si on peut vraiment pousser cette réflexion jusqu'au bout parce que c'est deux sports qui sont très différents. Bien sûr. Sur un sport continu d'un côté, un intermittent de l'autre. Euh, et ouais, en ce qui concerne donc l'intérêt de vouloir pousser l'entraînement aussi loin, voire plus loin que la compétition, il faudrait tester les deux. Mais moi, je pense que si le joueur découvre en match l'intensité enfin, la plus élevée qu'il ait jamais connue, ben, en fait, il est un peu en terrain inconnu et donc c'est à lui de trouver les ressources pour. Alors que si, euh, de manière intelligente évidemment, eh ben, il est préparé à cette intensité maximale qu'il va rencontrer, et ben, en fait, une fois qu'il est dans le match, l'état physique dans lequel il est, ben, il le connaît. Et donc, il peut se concentrer sur d'autres éléments tactiques, ouais, plutôt tactiques en fait, tactiques, mentales. Et donc là, on a isolé une variable mécanique d'un match, d'un entraînement, et on a été en mesure en fait de faire matcher les deux. Et donc on dit aux joueurs, bah ça tu sais le faire. Maintenant, concentre-toi sur autre chose, sur d'autres aspects de la performance. Euh, ouais, donc je pense Tout à fait. que ouais, c'est des éléments qui sont intéressants. Je ne sais pas si un joueur, si d'un coup il a une intensité maximale qui est 50% plus élevée, avec évidemment l'adrénaline, il se passe plein de choses. Et un match, c'est pas un entraînement, c'est évidemment pas pareil. Mais ouais, je pense que c'est toujours intéressant de leur faire comprendre ce que c'est en fait l'intensité max à l'entraînement dans des conditions plus contrôlées. Et après en match, ils peuvent s'exprimer différemment. Je poursuis comme ça, mais tu vois, sur le 100 mètres, quand les coureurs sont sur 100 mètres, on les fait utiliser une machine qui leur permet de courir plus vite que ce qu'ils savent faire, Complètement, ouais. pour justement essayer de leur faire comprendre les sensations qu'ils peuvent avoir et leur capacité à se sentir à l'aise avec ces vitesses un peu plus élevées qu'ils ne pourraient pas atteindre tout seuls, ou que ça leur permet d'approcher un peu plus quand ils se retrouvent sans cette machine. Donc on voit bien l'intérêt d'arriver à bien comprendre et à avoir ces sensations, parce que c'est un peu ça que tu dis derrière. Est-ce que je suis capable de pouvoir assumer ces sensations au moment où elles arrivent? Si jamais je les ai jamais vécues avant, bah, c'est peut-être un problème. Si j'arrive à les approcher à un autre moment, bah, ça peut m'aider dans ma performance quotidienne. Ouais, sur le plan physique, effectivement, ça a aussi cette pertinence. En foot, en rugby, on parle beaucoup de vaccins de sprint. Avant les matchs, les joueurs ils vont avoir telle distance, tel temps, à telle vitesse pour au moment du match, ben, en fait,
grosso modo, les ischios sont prêts à encaisser cette charge. On est sûr qu'on a eu cette dose. Et bah, au badminton, il n'y a pas encore de modèle aussi bien construit, mais ça peut être un peu la même chose. C'est mon corps est habitué à cette intensité-là, et donc pendant le match, bah, en fait, il ne va pas péter parce que c'est quelque chose qu'il découvre. Tout à fait. Ouais, bien, merci Fred pour ces questions et réponses, Benjamin. Est-ce que je me pose la question en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète, hein, alors je le suis plus, hein, bien sûr, mais euh, l'idée aussi, c'est pouvoir s'auto-évaluer. Hein. Je pense que pour un athlète, de s'auto-évaluer par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant. Après, connaissant les athlètes, je pense que les athlètes ont besoin de s'auto-évaluer peut-être un peu régulièrement parce qu'ils en ont besoin mentalement pour se dire si, je me sens plus capable d'affronter cette intensité-là. L'entraîneur ne le croit pas et finalement, sur les tests, on s'aperçoit que ben, c'est plus l'un ou l'autre qui ont raison. Et après, c'est peut-être aussi en fonction de la connaissance de la tête que l'on a, où on sait que, et puis surtout la période, on se dit, ben là, on va pas chercher l'intensité max, mais avec ces études-là, on peut savoir qu'on est qu'à 70 et c'est très bien, ou à 80 et c'est très bien. Et il faut pas aller au-delà de ça parce qu'on sait qu'on va cramer le joueur ou la joueuse ou la paire que l'on encadre. Je trouve que c'est, en tout cas, c'est un outil qui permet aussi de s'interroger. Voilà, c'est. Voilà, je trouve que c'est plutôt très intéressant pour ça dans un premier temps. Et la question, alors je continue, mais il y en a peut-être d'autres questions, alors n'hésitez pas après. C'est l'attitude des entraîneurs par rapport à cet outil-là. Est-ce que ils sont très demandeurs, pas demandeurs du tout, ou entre les deux, ça dépend des périodes ou de préparation de compétition. Voilà. Voilà, toi, Benjamin. Ouais. Je ne rentrerai pas dans le détail et vraiment comment ça se Ouais. passe à l'INSEP, mais, Oui, oui. mais ça dépend beaucoup de la culture de l'entraîneur, enfin de sa vision des choses. Je pense que, et c'est valable dans tous les sports, pas que dans le badminton. Dans le badminton, on est assez chanceux, je trouve, parce que les entraîneurs en général sont plutôt friands de ce genre de choses. Mais si un entraîneur est parti du principe que ça ne lui servira à rien, euh, c'est compliqué de changer ça. Et c'est un travail aussi quotidien, hein, d'être en mesure, d'essayer de faire rentrer ces outils-là que nous, on trouve intéressants dans les process d'entraînement. Mais si l'entraîneur fait la tête et veut pas, bah, il veut pas en fait. Et donc ça, voilà, c'est un peu, il y a différents profils et on n'y peut un peu rien et on essaye de faire rentrer ça dans les habitudes. Mais ouais, ça dépend, ça dépend. Ça veut dire que quand tu parles d'acculturation, c'est l'acculturation des athlètes et des entraîneurs en même temps. Oui, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, clairement, clairement. Et c'est peut-être même l'acculturation des athlètes, elle est plus facile que celle des entraîneurs parce qu'on leur demande moins. C'est plus facile de demander à quelqu'un de prendre 10 secondes pour mettre un capteur que de demander à quelqu'un de, pas de structurer sa stratégie d'entraînement, mais en tout cas de prendre en compte quelque chose pour changer un peu sa manière d'entraîner. Là, on touche à quelque chose qui est très différent. On peut voir des gens qui ont 20 ans de carrière et qui d'un coup doivent déjà apprendre quelque chose, comprendre l'intérêt de cette chose et en plus changer du coup leurs habitudes. C'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est aussi c'est l'intérêt de ce qu'on fait, hein, c'est de servir aux entraîneurs. Donc, c'est pas un défi qu'il faut abandonner, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Mais on pourrait se dire, excuse-moi Michel, hein, mais on pourrait se dire aussi que si les athlètes comprennent mieux les résultats et veulent eux s'en emparer, peut-être Mm. vont-ils pousser les entraîneurs à ce moment-là à y faire un tout petit peu plus attention. C'est vrai. Tu vois, quand je parlais de Margot et de Camille, si elles se disent, mais qu'est-ce qui fait que j'ai ce décalage entre l'entraînement et la compétition, ben, peut-être que les entraîneurs vont être obligés à un moment de se dire, ben, comment peut-on en tenir compte et comment discuter avec les athlètes pour pouvoir en tenir compte de bonne manière pendant les périodes d'entraînement. Donc, rentrer que par l'entraîneur, ben, on sait ce que ça fait avec les datas, c'est toujours compliqué aussi. Certains sont ouverts, d'autres fermés, comme tu le dis. Mais si on arrive à faire comprendre aux athlètes, et si les athlètes sont curieux de voir l'apport que ça peut avoir sans attendre qu'un entraîneur s'en empare, mais lui en s'en emparant lui-même, mais j'allais dire comme toutes les questions auxquelles ils répondent tous les matins sur leur sommeil, sur leur récupération, sur leur ceci, sur leur cela, Mm. sur leur humeur,
Si à un moment on leur donne des clés pour appréhender ça et qu'ils arrivent à les mettre en relation avec d'autres choses dans leur jeu, les autres seront obligés d'en tenir compte. À un moment donné, tout l'environnement sera obligé d'en tenir compte si eux, à un moment, mettent ça un peu au cœur des choses. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Complètement. Ouais. D'autres questions? Amy, peut-être Claire, Robin, il y a les deux Cédric. Ok, Thierry, bien sûr. On ne va pas s'accaparer la parole. Non, parce que j'en ai plein d'autres. Claire, Non, je voulais juste dire merci pour la présentation, c'était très clair, sans jeu de mots. merci. Claire. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que il y a des travaux qui sont faits à l'étranger? Est-ce que Benjamin, tu as connaissance de ce qui se sur le sujet, s'il y a d'autres études? Avec les mêmes outils, vous voulez dire? Oui, Alors en plus, Enzo me parlait hier d'une étude en Chine sur et donc là, qui comparait les volumes, il me semble, et l'intensité d'accélération en fonction de la perte ou du gain d'un set. Et qui, grosso modo, montrait que quand on perd un set, on a tendance à avoir plus de volume et d'intensité que quand on gagne un set. Et donc là, on peut faire un lien avec la dimension tactique, enfin pas tactique, mais en tout cas du rapport de force, qui fait que en fait, quand on gagne un set, on est peut-être plus en posture de contrôler le jeu, de dominer le jeu, et donc de grosso modo faire courir l'adversaire plus que ce que nous on court. Et donc voilà l'impact de ces éléments-là sur les volumes et intensité d'accélération avec des accéléromètres. Mais ça court pas les rues, non, il n'y en a pas. Ouais, je vous ai cité des études dans le foot, dans le tennis. Ça arrive de plus en plus, mais dans le badminton, on a plus utilisé les accéléromètres pour faire de l'étude du mouvement. Parce qu'on est capable, si on met un accéléromètre sur le poignet, sur le coude, sur l'épaule, de en fait retranscrire biomécaniquement un mouvement d'épaule sur un smash, sur d'autres gestes techniques. Et donc c'était plutôt ce genre d'études qui ont été faites que des études avec un accéléromètre sur le sacrum pour caractériser la charge mécanique et des données temporelles. Donc on est un peu, je sais pas, novateur, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais non, il n'y a pas beaucoup d'études qui parlent de ce genre de choses. et est-ce qu'il existe un dispositif pour mettre un capteur sur la raquette, par exemple? Complètement, ouais. Il me semble que c'est des travaux que Michael Fomsoufa a menés dans sa thèse sur la vitesse de la tête de raquette en fonction D'accord. des Et différents le mouvements croisement des facultaires. deux données, c'est-à-dire le capteur, l'accéléromètre et puis le capteur sur la raquette, est-ce qu'il y a des choses qui ont été menées de concert? Non, il ne me semble pas avoir vu ça en tout cas, pas à ma connaissance. D'accord. Mais puis Ouais. souvent c'est deux approches assez différentes. C'est soit on essaie de comprendre comment se compose un mouvement et quels facteurs de ce mouvement sont les plus importants. Typiquement dans le cadre des travaux de Michael, ça a été de comprendre sur un smash quel mouvement segmentaire différencier les experts des novices. Mais du coup, nous, ce qu'on utilise, enfin ce à quoi on s'intéresse, c'est pas difficilement comparable, mais en tout cas, c'est vraiment un champ d'études qui est très différent. D'accord. Ok. Merci. Et puis généralement, ce sont des données sensibles dès qu'on est sur de l'individualité à haut niveau. Et donc tous les travaux qui sont faits ne sont jamais publiés. En plus, Donc évidemment. potentiellement, ouais, effectivement. Et puis, Ah bah, il y a aussi cet aspect de concurrence où en fait, on n'a pas forcément envie de donner aux autres nations nos secrets. Donc, ouais. exactement. Donc Ouais. c'est pour ça, quand il y a des comparaisons et des choses, et on se rend compte que, heureusement qu'il y a quelques publications qui sortent, tu en as trouvé un certain nombre, hein. Michael a publié aussi, il y a une thèse et c'est accessible, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait que c'est pas publié. Et tout ce que tu demandes là, Thierry, je pense qu'il y en a beaucoup qui les gardent pour eux,
pour Oui, tu as pouvoir faire les l'organisation. choses. Je pense notamment à tous ceux qui construisent des raquettes et qui sont peut-être en lien avec des personnes pour arriver à améliorer les raquettes en même temps et à les personnaliser vis-à-vis de certains joueurs. Mais tout ça n'est pas publié parce qu'en plus, il y a une dimension commerciale derrière. Oui, oui, l'Asie, ils sont très forts pour ne pas publier. Ouais, C'est étonnant. C'est étonnant. Ouais, il y a tout pour eux. ouais. D'autres questions, remarques, suggestions? Oui, moi je voulais savoir le seuil que tu utilises pour dire le point s'arrête. C'est-à-dire qu'il se prolongeait un tout petit peu par rapport au calcul ou à la délimitation quand on fait une analyse vidéo. Ouais, Tu dis que ça le décale quelque peu, ce qui peut s'entendre, mais parce qu'on voit quand même les joueurs qui bougent de toute façon après, même après les 2 petites secondes que tu évoques et qui décalent la fin du point. Le seuil que tu choisis permet vraiment de bien différencier ça, parce qu'en plus, j'imagine chez les jeunes, quand on les voit jouer, ils reviennent tout de suite au combat, quoi. Il n'y a pas de gestion du point aussi forte que ça. Ils adorent revenir tout de suite, je reprends, je relance, on y va. Et donc, comment ce seuil, tu l'as fixé? Tu as fait une moyenne à partir de plein d'éléments? Ça a été un choix qui a été établi de quelle manière? Alors, attendez, je sais pas si je peux vous montrer quelque chose. Non, ça va être trop compliqué. Non, alors en gros, du coup, ce seuil-là, donc nous, on a comparé 3 seuils d'accélération. 1, 1,2, 1,4. Ça, c'est 3 seuils qui ont été choisis par Enzo parce que, en gros, sur les données qu'on avait, c'est ce qui permettait de détecter les accélérations, en fait. Et ensuite, entre ces 3 seuils-là, on a discriminé en, en appliquant ces algorithmes sur tout ce qu'on avait et en essayant de voir lesquels nous donnaient le moins de faux positifs et de faux négatifs. D'accord. Donc, si j'ai un seuil qui est très bas, grosso modo, si j'ai un seuil qui est à 1, bah, je vais détecter plus de choses que si j'ai un seuil haut. Mais du coup, je vais peut-être détecter les mauvaises choses. Donc, comme je parlais des sautillements entre les points, ce genre de choses. Euh, Par contre, si j'ai un seuil haut, je vais moins détecter ces sautillements, mais parfois, je ne vais pas détecter des petites actions. Je pense à des trucs, notamment, ça peut être en simple ou en double. Un service, euh, je me propulse sur le volant, je joue un coup, et ce coup est gagnant ou ce coup est une faute. Il y a une action, mais elle est très courte et elle n'est pas forcément très intense. Et donc, si j'ai un seuil trop haut, eh bien, je ne vais peut-être pas détecter ce genre d'action. Donc ça, c'est un faux négatif. Et donc, on a fait, donc, il y a 9 combinaisons de ces facteurs au total. Et donc, on a choisi la combinaison qui permettait à elle d'avoir le moins de faux positifs, le moins de faux négatifs, et donc ce meilleur compromis entre sensibilité euh, et, euh, et donc Et hauteur du filtre. oui, Voilà, sensibilité et spécificité, classiquement, hein, ça, tout à fait. on est toujours là-dessus, hein. Tout à fait. Non, non, c'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a fait ce travail? Parce que tu as dit que c'était reproductible. Généralement, la reproductibilité, c'est quand ce sont des opérateurs différents. Sinon, ça s'appelle la répétabilité, généralement. Donc, toi, si tu as répété les choses et que c'est bien, tu peux te dire que toi, tu sais bien utiliser l'outil. Mhm. Mais si quelqu'un d'autre le faisait, est-ce qu'il trouverait les mêmes résultats? Et c'est ça la reproductibilité. Et ça montre que tout le monde pourrait l'utiliser sans problème parce qu'il n'y a pas de variation plus haute que un décalage de 2-3% classique, quoi. Ok. Euh, bah après, peut-être, mais dans la littérature, il me semble qu'on parle aussi de reproductibilité intra-opérateur. Bon, enfin bref, c'est pas la question. C'est une autre façon de dire Ouais, bon, voilà. répétabilité, comme Ouais, ouais, ça, tu complètement, vois. complètement, complètement. Non, du coup, bah, en fait, nous, on s'est intéressé à la répétabilité, du coup, surtout pour l'analyse vidéo, pour savoir si moi, ce que je faisais, c'était voilà, fiable. Mais là, pour l'accéléromètre, en fait, la seule, les algorithmes, ils sont les mêmes, Ah oui, ça j'ai pas quel de que soit le souci. joueur. Et du coup, Oui, bah, là, oui. ça va juste être. Mais du coup, pour l'analyse vidéo, non, on n'a pas, j'ai pas, je me suis pas comparé à un autre analyste vidéo. Non. Oui. En fait, vu que j'étais le seul à le faire, c'était effectivement, si on avait été plusieurs à analyser, ça aurait eu un intérêt. D'autres interrogations?
Ouais, moi j'avais du coup une interrogation. Est-ce que du coup les résultats que tu as pu obtenir, que ce soit en termes de temporalité ou d'intensité, ça permet du coup de vraiment mettre en valeur des différences, notamment entre les joueurs de simple, enfin des différents tableaux, les joueurs des 5 tableaux, et notamment du coup, est-ce que ça peut permettre vraiment d'individualiser après la manière de construire la science selon les tableaux, Mm, mm. notamment des différences sur des joueurs, même sur certains joueurs qui pourraient doubler des tableaux, je pense à des joueurs qui feraient le double et le mixte. Mm. Est-ce que l'intensité, par exemple, serait différente et du coup la charge de travail devrait être adaptée? Ouais, c'est super intéressant. Du coup, ouais, on a effectivement été en mesure de déjà, sur moi, les données que j'ai analysées, de comparer ces différents tableaux. Et on obtient des données sur ces tableaux-là assez similaires avec ce que dit la littérature. Mais en fait, on n'est pas actuellement, en tout cas moi, avec le travail que j'ai fourni, en mesure de donner des généralités un peu qui seraient applicables à en fait tous les joueurs de cette catégorie, simplement parce que l'échantillon sur lequel j'ai travaillé, il est trop faible, trop petit pour vraiment pouvoir appliquer ce travail à tous les Benjamin 1, tous les Benjamin 2 qui font du simple homme, du simple dame, voilà. Mais si on ne prend qu'un joueur et qu'on le fait faire différents tableaux et qu'on le suit sur une longue période, c'est des choses qu'on peut faire. Mais là, ce serait trop. Le raccourci serait trop rapide si, avec moi, les données que j'ai traitées, je voulais obtenir des grandes règles par catégorie. Ce serait un peu trop. Le raccourci, c'est trop rapide en fait. On a besoin de plus de données pour faire ce genre de choses. Ok, d'accord, merci. Je sais Mais pas si d'une je sais manière pas si ça répond individuelle, à ta question. oui, dans l'idée, je comprends. Du coup, de manière individuelle, c'est quand même possible de scinder Complètement, les. complètement. Ah, Ok, complètement, ouais. ouais, c'est très clair. Merci. Mm. Et, Benjamin, et est-ce que par rapport donc à ces jeunes, ces catégories, même si tu peut-être peut pas caractériser ou généraliser pleinement, est-ce que ça a donné quand même quelques tendances Mm. différentielles entre des benjamins, des minimes, des cadets, entre filles, garçons? Parce que je suppose que vous avez fait les filles et les garçons aussi. Ouais, ouais. Est-ce que ça donne quand même des toutes petites tendances ou alors oui, enfin en tout cas un Ouais, petit il y en a. éclairage en tout cas. Je reprends mon mémoire rapidement parce que je n'ai plus exactement. Je veux pas dire de bêtises. Euh, Alors, parce qu'on a regardé hier avec Enzo. Euh, du coup, moi là, je vais pas pouvoir vous parler de données d'accélération parce que Oui, oui. c'est pas ce que j'ai traité dans mon mémoire. Mais pour les accélérations, c'est assez. Je pense pas trop me perdre en disant que plus on grandit, plus on est capable de produire des intensités élevées. Et les garçons sont capables de produire des intensités plus élevées que les filles. Ok. Ça, pour le cadre global, Ouais, ça peut global, pas. c'est ça, d'accord. Même si du coup, avec ces éléments-là, on serait aussi en mesure de voir, par exemple, le chemin d'évolution en termes d'intensité pour les tout meilleurs, et donc de comparer un joueur en fonction des parcours de progression de Ouais, différents d'accord. joueurs. Ça, c'est aussi un truc qui est possible de faire. Ouais, c'est possible aussi. Et donc, Mais avec tout ce que tu dis, il me semble ouais. que tout est hyper individualisé de toute façon, parce qu'une intensité pour quelqu'un sera tellement pas la même par rapport à quelqu'un d'autre. Fille, garçon, simple, double, double mixte. Enfin bon, voilà, je pense au-delà de la discipline, il y a aussi l'individu à part entière et qui va aussi montrer des capacités ou de dingue ou tout à fait moyennes. Ok, ça ne veut pas dire qu'il soit mauvais sur le terrain, mais en tout cas, ça peut amener effectivement des interrogations quand effectivement la charge d'entraînement, enfin la charge d'intensité en situation de compétition euh, va être forte ou moins forte et comment l'athlète, lui, va pouvoir s'adapter à ça, quoi. Est-ce que cet outil peut rendre adaptable plus facilement l'athlète en compétition? En tout cas, c'est l'interrogation que j'aurais, qui, moi, me semblerait
affirmative, si tu veux, de réfléchir comme ça, quoi. Tu vois, Quand tu dis rendre adaptable, qu'est-ce que tu veux dire exactement? l'intensité va être très très forte, hein, et étant donné que l'on sait qu'il est capable il est capable de s'adapter en situation. Ah oui, oui, Ouais. complètement, oui, absolument. Oui, effectivement. Oui, non, du coup, j'ai cherché, je n'ai pas à portée de main des données sur les 30 jeux en Ouais, fonction des catégories. Je veux pas dire de bêtises, donc là, je pourrais pas d'accord, te ok. donner maintenant. Ok, ok. Oui, oui, après est-ce qu'il faut pas faire attention aussi si on a des données sur des benjamins, des minimes cadets ou benjamines cadettes et minimes, pour se dire, oui, oui, là aujourd'hui c'est comme ça, mais euh, la personne va grandir, ok, et puis après, les catégories benjamins d'aujourd'hui ne sont pas les catégories benjamines de demain, donc il faut faire aussi attention de ne pas tomber dans la caricature, quoi. Absolument. Oui, et même les données des benjamins du sèche de Beaucouzé ne sont peut-être Ouais, pas les mêmes que d'un autre sèche parce que la salle est différente, parce que les conditions ne sont pas les complètement. mêmes. Ouais, Donc, ouais, et si on ouais. veut avoir de grandes tendances, il faut effectivement balayer un ensemble de conditions et beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour être capable d'avoir ces tendances. Est-ce que Est-ce qu'il y a des remarques? Il est 13 heures, je ne veux pas prendre le temps qui était imparti. Est-ce qu'il y a des remarques? Les deux Cédric, Robin, Émilie Claire, Thierry, Fred. Non, il faut que je vous quitte, c'est tout. Ouais. Bon, mais de toute façon, non, mais on Désolé. va. Merci Donc, Benjamin. ouais, Merci. merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous d'avoir été présent sur cette petite heure. Et ouais, très clair aussi. À très vite, j'espère. Le prochain sera le 14 avril, entre le mardi, donc entre midi et 13 heures. À bientôt à tous. Au revoir, Merci, au merci. revoir. Au revoir. Benjamin, tu restes 5 minutes. Au revoir. Ouais, Benjamin? Et oui, et oui, et oui. Bon, écoute, on se parle au téléphone, c'est suffisant. Ok, ok. Euh, Attends, j'arrête l'enregistrement. Ok.